Mr. Speaker, the Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court. Mr. Speaker, the Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court. I used to be sitting next to you, you know? Mr. Speaker, the President's Cabinet.
Bienvenue à tous dans cette émission spéciale Facebook Live de VOA Afrique consacrée au discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden devant les deux chambres du Congrès américain. Avec moi dans ce studio, mon collègue Idrissa Seydoudia. Bonsoir Idrissa. Bonsoir Tim. Et nous avons avec nous notre ami Michael Gordon qui va assurer la traduction simultanée du discours du président Biden et de la réponse des Républicains. Bonsoir Michael. Bonsoir. Alors Idrissa, nous reviendrons plus tard avec nos analystes sur le discours sur l'état d'Union, le professeur Mohamed Bosch de Manhattan College à New York, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines Herman Cohen et Dennis Beaver, chroniqueur juridique et avocat en Californie. Alors Idrissa, le président Biden prononce son discours sur l'état de l'Union cette année devant un congrès divisé. Oui, un congrès divisé parce que les résultats des élections de mi-mandat ont restitué la Chambre, en tout cas la Chambre basse aux Républicains. Ils ont une majorité étriquée, mais toujours est-il que, on a un gouvernement divisé, la Maison-Blanche est entre les mains des démocrates, le Sénat est entre les mains des démocrates, mais la Chambre est entre les mains des Républicains et il faut dire que l'aile radicale, en quelque sorte, a une grande influence sur celui qui dirige maintenant la Chambre des représentants et qui s'appelle Kevin McCarthy. Kevin McCarthy qui est de Californie comme Nancy Pelosi, l'ancienne oui, présidente de la Chambre. différentes idéologies. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut dire que malgré ce revers électoral, les démocrates tout de même ont réussi à conserver le contrôle du Sénat, ce qui est une grande chance pour eux. C'est une grande chance, mais qu'est-ce que ça va produire? Parce que quand on y pense, il faut les deux chambres, quand il y a un projet de loi, une proposition de loi, il faut que les deux chambres s'entendent pour qu'on puisse passer le projet au président et qu'il la promulgue, cette loi. Alors, dans ce cas, on voit déjà de l'obstruction parce que les républicains, quand il s'agit de ce programme sur la dette américaine qu'il faut payer pour éviter un défaut de paiement, les républicains ont déjà commencé à exiger certaines choses du président. Et lui, il dit qu'il a des représentants. Il a fallu, je ne sais pas combien de tours de scrutin pour que lui-même soit finalement élu à la tête de la Chambre. Et ça montrait l'influence de ces éléments plutôt... Même quand le président... L'ancien président Trump a essayé d'influer sur ces éléments pour qu'il vote pour M. McCarthy. Il n'avait pas eu beaucoup de succès. Il a fallu encore plusieurs tours de scrutin avant qu'il n'ait gain de cause. Voilà le président Joe Biden qui salue Kevin McCarthy, le président de la Chambre. Et il lui a remis une copie de son discours. Voilà. C'est quand même assez impressionnant de ne pas voir ici Nancy Pelosi. Elle était une présence permanente. Oui, depuis Donald Trump. Tout à fait. On se souvient du jour où, après le discours de Donald Trump, elle a déchiré ce discours pour montrer en quelque sorte son mépris, quoi. Voilà, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui vient de présenter officiellement le président Joe Biden. Et on voit Jill Biden et aussi celui qu'on appelle the second gentleman. Oui, le mari l'époux de la vice-présidente Kamala. Ah ouais.
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor Mr. Speaker, Madam Vice President, Madame la Vice-Présidente, our First Lady and Second Gentleman, good to see you guys up there. Members of Congress. Monsieur l'époux de la Vice-Présidente, membre du Congrès. By the way, Chief Justice, I may need a court order. She gets to go to the Il faudrait peut-être que la Cour suprême prenne une décision parce qu'elle peut voir le match. Moi, je dois rester chez moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Mesdames et messieurs, juges de la Cour suprême et vous, mes chers Américains, je vais ce soir commencer par féliciter le nouveau Congrès, le nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy. Chief Justice, I may need a court order. She gets to go to the game tomorrow or next week. I'm going to have to stay home. We're sitting right here. Members of the Cabinet, leaders of our military, Monsieur le Président, je ne veux pas gâcher votre réputation, mais je me réjouis par avance de travailler avec vous. Et je voudrais féliciter les nouveaux leaders de la minorité. Le premier issu d'une minorité, Hakeem Jeffrey. Il a emporté gain de cause malgré le fait que j'ai battu campagne pour vous. Félicitations au dirigeant qui a siégé le plus longtemps au Sénat des États-Unis, le sénateur Mitch McConnell. Où êtes-vous, Mitch? Et félicitations à Chuck Schumer. Un autre mandat à la tête de la minorité au Sénat. Cette fois-ci, vous avez une plus grande minorité. Mais je voudrais tirer mon chapeau à quelqu'un qui a été considéré comme étant une des plus grandes présidentes de la Chambre des États-Unis, Madame Nancy Pelosi. Congratulations to Chuck Schumer, another famous Senate minority leader. I think folks. Eh bien, l'histoire des États-Unis est une histoire de progrès et de résilience. Nous allons toujours de l'avant. Nous ne cédons jamais de terrain. C'est une histoire sans précédent parmi les nations. Nous sommes le seul pays qui est ressorti de toute crise plus fort, plus solide qu'au début de la crise. Et, mesdames et messieurs, c'est ce que nous faisons une fois de plus. Il y a 2 ans, l'économie se portait mal, mais aujourd'hui, je suis ici alors que nous avons créé, avec l'aide de beaucoup de personnes ici dans cette salle, 12 millions d'emplois, 12 millions d'emplois, plus d'emplois créés en 2 ans qu'aucun président n'a créé en 4 années, grâce à vous tous. Il y a 2 ans, la Covid avait fermé tout. Nos entreprises, nos écoles étaient fermées. Nous étions privés de tout. Mais aujourd'hui, la Covid ne contrôle plus nos vies. Il y a 2 ans, notre démocratie a été confrontée à sa plus grande menace depuis la guerre civile. Aujourd'hui, la démocratie est peut-être meurtrie, mais elle reste insoumise et invaincue. Alors que nous sommes réunis ici ce soir, nous écrivons le nouveau chapitre de l'histoire des États-Unis, une histoire de progrès, de résilience. Lorsque les dirigeants du monde me demandent de définir l'Amérique, et ils le font, croyez-le ou non, je le dis en un seul mot, et je veux vraiment le dire. Les possibilités, nous pensons que tout est possible. Rien n'est au-delà de nos capacités. Souvent, on nous dit que les démocrates et les républicains ne peuvent pas travailler ensemble, mais au cours des 2 dernières années, nous
nous avons montré que c'était faux. Oui, il y a beaucoup de désaccords. Et certes, il y a des moments où les démocrates ont dû agir seuls, faire cavalier seuls. Mais encore et encore, les démocrates et les républicains se sont unis, ont travaillé ensemble pour défendre une Europe plus solide et plus forte. Et ont adopté une loi sur l'infrastructure unique pour renforcer l'infrastructure pour notre nation et notre peuple. Nous avons adopté la loi la plus importante, aider les victimes des déchets toxiques. Et de fait, et c'est important. Et de fait, j'ai signé plus de 300 législations bipartisanes depuis que je suis devenu président. La loi sur la réforme électorale, le respect du mariage, le droit d'épouser la personne que vous aimez. Et à mes amis républicains, je dis que si nous avons su travailler ensemble pendant le mandat précédent, nous saurons travailler ensemble pendant ce mandat-ci également. Chers amis, je pense que le message est clair. Il ne s'agit pas de lutter pour lutter, de détenir le pouvoir pour détenir le pouvoir. Le conflit pour le seul conflit n'aboutit à rien. Cela a toujours été ma vision pour mon pays. Je sais que vous partagez cette vision. De rétablir l'âme de cette nation, reconstruire la moelle épinière de ce pays, la classe moyenne, reconstruire le pays. On nous a réélus pour terminer la tâche à mes yeux. Depuis des décennies, la classe moyenne a été affaiblie. Et depuis longue date, trop d'emplois bien rémunérés sont allés à l'étranger. Les usines se sont fermées. Les villes qui se portaient bien, que nombre d'entre vous représentaient, sont devenues les ombres de ce qu'elles étaient par le passé. Et en cours de route, il y a quelque chose d'autre que nous avons perdu. Notre sens d'orgueil, notre fierté en nous-mêmes. Je voudrais faire en sorte que notre économie fonctionne pour tous, de sorte que nous puissions tous nous enorgueillir de ce que nous faisons. Construire une économie du bas vers le haut, du milieu vers le bas, et non pas du sommet vers la base, parce que lorsque la classe moyenne se porte bien, les plus pauvres, les plus démunis s'en sortent mieux également, et les riches restent riches. On s'en sort tous mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent que je cite toujours mon père, mais mon père dit qu'un emploi, c'est davantage que la paye. Il s'agit de davantage que la paye, c'est ce qu'il aimait dire. Il s'agit de la dignité, il s'agit du respect. Il s'agit de pouvoir regarder votre enfant dans les yeux et dire « tout ira bien » et le dire avec sérieux. Eh bien, chers amis, regardons les résultats. On n'a pas encore fini, non. Certes, le taux du chômage néanmoins est à 3,4%, le niveau le plus bas depuis 50 ans. C'est pratiquement un record de faible taux de chômage, notamment pour les travailleurs noirs ou hispaniques. Nous avons créé avec votre emploi 800 emplois ouvriers qui payent bien, la plus grande croissance dans le secteur ouvrier depuis 40 ans. Et l'Amérique peut être chef de file pour le monde, dans le monde ouvrier. Depuis 20 ans, nous avons exporté les emplois, mais grâce à ce que vous avez fait, nous exportons les produits américains, mais nous créons des emplois américains. Chers amis, l'inflation a été problème mondial parce que la pandémie a perturbé notre chaîne d'offres et la guerre créée par Poutine contre l'Ukraine a perturbé l'offre de combustibles et de denrées alimentaires. Mais nous luttons contre cette menace, mais nous avons davantage de travail à faire. Mais ici, les prix du pétrole se réduisent, les prix des denrées alimentaires se réduisent, l'inflation se réduit. L'inflation se réduit de mois en mois, depuis 6 mois. Notre salaire augmente. Par ailleurs, au cours des 2 dernières années, un niveau record, 10 millions d'Américains ont ouvert de nouvelles entreprises. 10 millions. Et soit dit en passant, chaque fois,
Chaque fois que quelqu'un lance une PME, c'est un acte d'espoir. Et Madame la vice-présidente, je voudrais vous remercier d'être chef de file dans cet effort pour s'assurer que les PME aient accès au capital et qu'il y ait des lois qui les appuient. L'an dernier, je partageais avec vous une anecdote des possibilités du génie américain en matière de semi-conducteurs, de petits chips dans les ordinateurs, tout petits qui animent tout, les autos, les ordinateurs, les téléphones. Ces chips ont été inventés, ces puces ont été inventées en Amérique. Disons-le clairement, elles ont été inventées ici. Nous fabriquions 40% des puces du monde, mais au cours de ces 20 dernières années, nous avons perdu notre avance. Et maintenant, nous ne produisons plus que 10%. Nous avons tous vu ce qui se produit pendant la pandémie, lorsque les usines à puces se sont fermées par ailleurs dans le monde. Les autos ont 3000 puces chacune, mais on ne pouvait pas fabriquer assez de voitures parce qu'il n'y avait pas assez de puces. Les prix des automobiles ont augmenté, les gens ont été envoyés au chômage et on a su produire moins de téléphones, moins de frigos. Il ne faut plus que cela se produise. Voilà pourquoi nous nous sommes unis pour adopter une loi bipartisane sur les puces et la science. Chers amis, je sais qu'on me critique parce que je dis cela, mais mon point de vue n'a pas changé. Nous allons nous assurer que la chaîne d'offres pour l'Amérique commence aux États-Unis. La chaîne d'offres commence ici. Nous avons déjà créé 800 000 nouveaux emplois dans le secteur de la production industrielle, avant même que cette loi n'entre en vigueur. Mais cette loi saura créer des centaines de milliers d'emplois à travers le pays, à travers tout le pays, pas uniquement le long des côtes, mais au milieu du pays également. Cela viendra de sociétés qui ont annoncé plus de 300 000 milliards de dollars d'investissement dans le secteur industriel au cours des 3 années à venir. En dehors de Columbus, dans l'Ohio, Intel construit une usine de semi-conducteurs sur 1000 acres. C'est un champ où l'on créera des mondes. Cela va créer 10 000 emplois. Un seul investissement. 7 000 emplois de construction, 3 000 emplois dans ces usines une fois qu'elles seront produites. Des emplois qui payent en moyenne 130 000 dollars par an. Et beaucoup de ces emplois n'exigent pas de diplôme universitaire. Des emplois parce que nous travaillons ensemble. Les gens ne doivent pas quitter leur ville pour trouver des opportunités. Pensez aux nouvelles maisons, les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne, davantage qui sera requis pour appuyer ces 3000 emplois permanents et les usines qui seront construites. Payez aux maires, aux gouverneurs, qu'ils soient démocrates ou républicains. Ils vous diront ce que cela représente pour leur communauté. Nous voyons ces rêves qui transforment le cœur des États-Unis, mais pour maintenir la plus forte économie au monde, il nous faut la meilleure infrastructure au monde. Et chers amis, comme vous le savez tous, de par le passé, nous étions numéro 1 dans le monde en infrastructure. Mais maintenant, nous sommes 13e dans le monde. Les États-Unis d'Amérique, 13e dans le monde en matière d'infrastructure modernes. Mais maintenant, nous revenons parce que nous nous sommes réunis et nous avons adopté cette loi bipartisane sur l'infrastructure. La plus grande loi depuis le président Eisenhower qui a développé le système d'autoroutes. Et chers amis, déjà, nous avons financé plus de 20 000 projets, y compris de grands aéroports à Boston, à Portland et à Atlanta, où nous mettons des milliers de personnes au travail. Nous construisons des tunnels, des ports, des aéroports, l'eau propre, des routes, des ponts, des tunnels, l'Internet, partout aux États-Unis, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, dans les tribus. Et chers amis, nous ne faisons que nous retrousser les manches. Nous commençons à peine. Et je dis cela sincèrement.
Je voudrais remercier mes amis républicains qui ont voté pour cette loi et mes amis républicains qui ont voté contre ce projet de loi également. Mais on me demande de financer ces projets dans vos circonscriptions également, mais ne vous préoccupez pas. J'ai promis d'être le président pour tous les Américains et nous allons donc financer ces projets. Et vous verrez aux inaugurations lorsque les projets seront conclus. Ce projet, cette loi va unifier tous les États-Unis. Des projets tels que le pont dans le Kentucky sur le fleuve Ohio. Il construit il y a 60 ans, qui avait besoin d'être réparé. L'une des routes de transport routier qui transporte plus de 2 milliards de tonnes de marchandises à travers ce cours d'eau. Et cela fait des décennies qu'on cherche à réparer ce pont, mais maintenant nous allons enfin le faire. Je suis allé là le mois dernier où il y avait des démocrates et des républicains pour présenter un engagement de 1,6 milliard de dollars pour ce seul projet. Et pendant que j'étais là, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Sarah, qui est ici ce soir. Sarah, est-ce que vous êtes là? Sarah, comment ça va? Eh bien, Sarah, depuis 30 ans, elle m'a dit que pendant 30 ans, elle était membre du syndicat des travailleurs métallurgiques. On les appelle les cow-boys du ciel. Ceux qui ont construit le paysage de Cincinnati. Sarah m'a dit qu'elle ne peut pas attendre d'être 10 étages au-dessus du cours d'eau pour construire ce nouveau pont. Que Dieu la bénisse. Ça, c'est l'orgueil. Et c'est ce que nous construisons également. Nous développons cet orgueil. Écoutez, nous remplaçons également les canalisations en plomb qui empoisonnent les Américains, qui vont dans 10 millions de chômage. 400 000 écoles et centres pour les jeunes enfants. Parce que tous les enfants peuvent boire de l'eau propre sans que ces eaux ne contaminent leur cerveau. Nous nous assurons que toutes les communautés en Amérique aient accès à l'Internet rapide. Aucun parent ne doit aller dans un parking d'un McDonald's pour permettre à leurs enfants de faire leurs devoirs en ligne. Mais il y avait des milliers de gens qui devaient le faire à travers le pays. Et lorsque nous développons ces projets, et encore une fois, on me critique, mais je ne m'excuserai pas. On va acheter américain. On va acquérir des produits américains. Et c'est en syntonie avec les lois internationales sur le commerce. La loi achetée américain est en vigueur depuis 1933, mais les administrations passées, qu'elles soient démocrates ou républicaines, ont contourné cette loi. Mais ce n'est plus le cas. Ce soir, je vous annonce de nouvelles normes qui exigent que tous les matériaux de construction utilisés dans les projets d'infrastructures fédéraux doivent être fabriqués ici, aux États-Unis. Fabriqués aux États-Unis. Et je suis sérieux. Le bois d'œuvre, les murs, les câbles de fibre optique, les ponts, les autoroutes, tout sera fabriqué avec des produits américains également. Chers amis, mon plan économique cherche à investir dans les endroits et les personnes qui ont été reléguées, oubliées. Certains d'entre vous qui m'écoutez ce soir, je sais que vous ressentez cela. Nombre d'entre vous avaient pensé que vous avez été oubliés. Au cours du bouleversement économique des 40 dernières années, trop de personnes ont été laissées à la traîne et traitées comme s'ils étaient invisibles. Peut-être que c'est vous qui nous suivez ce soir. Vous vous souvenez des emplois qui ont disparu. Vous vous souvenez de tous ces emplois. Et les gens chez eux s'en souviennent. Et vous me demandez si la voie existe encore aujourd'hui, pour que vos enfants puissent se forger un chemin sans devoir déménager, quitter votre ville. Et voilà pourquoi, et je comprends cela, voilà pourquoi nous construisons et nous développons une économie où personne ne sera laissé à la traîne. Les emplois reviennent, l'orgueil revient. Parce que les choix que nous avons, grâce aux choix que nous avons réalisés au cours de ces dernières années, c'est mon projet ouvrier pour reconstruire l'Amérique et faire une véritable différence dans vos vies, chez vous. Par exemple, trop d'entre vous vont être préoccupés
arrivez dans votre lit le soir, comme mon père le faisait, il regardait le plafond, il se demandait ce qui se passe. Si votre époux tombe malade, a le cancer, ou votre enfant tombe malade, ou quelque chose vous arrive, comment est-ce que vous aurez l'argent pour payer vos notes médicales? Est-ce que vous allez devoir prendre une deuxième hypothèque ou vendre votre maison? Je vous comprends. Avec la loi pour lutter contre l'inflation que j'ai signée, nous luttons contre les groupes d'intérêt pour réduire les coûts des soins de santé, pour que vous puissiez mieux dormir avec davantage de sécurité. Vous savez, nous payons davantage pour les médicaments sur ordonnance que tout pays au monde. Et je le répète, nous payons davantage pour les médicaments vendus sur ordonnance que tout grand pays au monde. Par exemple, un Américain sur 10 souffre du diabète. Nombre d'entre vous dans cette chambre en souffrez, et dans le public. Mais au quotidien, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'insuline pour contrôler leur diabète, pour rester en vie. L'insuline existe depuis plus de 100 ans. Le type qui a inventé l'insuline n'a même pas pris un brevet parce qu'il voulait que ce soit disponible pour tous. Mais le coût, cela coûte $10 par flacon pour fabriquer l'insuline. Mais il gagne jusqu'à $13. Mais les sociétés pharmaceutiques font payer des centaines de dollars. 4 à 5. Insulin's been around for over 100 years. The guy who invented it didn't even patent it because he wanted it to be available for everyone. It cost the drug companies roughly $10 a vial to make that insulin. Packaging and all, you may get up to $13. But Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars, $400 to $500 a month, making record profits. Not anymore. Not anymore. So many things that we did are only now coming to fruition. We said we were doing this, and we said we passed the law to do it, but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin at $35 a month for seniors on Medicare. The people are just finding out. I'm sure you're getting the same calls I'm getting. Look, there are millions of other Americans who do not or are not on Medicare, including 200,000 young people with type 1 diabetes and need this insulin to stay alive. Let's finish the job this time. Let's cap the cost of insulin for everybody at $35. Folks, and Big Pharma is still going to do very well, I promise you all. I promise you they're going to do very well. This law also caps and won't even go into effect until 2025. Costs, out-of-pocket drug costs for seniors on Medicare at a maximum of $2,000 a year. You don't have to pay more than $2,000 a year, no matter how much your drug costs are. Because you know why? You all know it. Many of you, like many in my family, have cancer. You know the drugs can range from $10,000, $11,000, $14,000, $15,000 for the cancer drugs. And if drug prices rise faster than inflation, drug companies are going to have to pay Medicare back the difference. We're finally giving Medicare the power to negotiate drug prices. Bringing down prescription drug costs doesn't just save seniors money, it cuts the federal deficit by billions of dollars, by hundreds of billions of dollars. Because these prescription drugs are drugs purchased by Medicare to keep their commitment to the seniors. Well, guess what? Instead of paying $400 or $500 a month, you're paying $15. That's a lot of savings for the federal government. And by the way, why wouldn't we want that? Now, some members here are threatening, and I know it's not an official party position, so I'm not going to exaggerate, but threatening to repeal the Inflation Reduction Act. As my coach
That's okay. That's fair. As my football coach used to say, lots of luck in your senior year. Make no mistake, if you try anything to raise the cost of producing jobs, I will veto it. Look, I'm pleased to say that more Americans have health insurance now than ever in history. A record 16 million people are enrolled in the Affordable Care Act. And thanks to the law I signed last year, millions are saving $800 a year on their premiums. And by the way, that law was written and the benefit expires in 2025. So my plea to some of you, at least in this audience, let's finish the job and make these savings permanent. Expand coverage of Medicaid. Look, the Inflation Reduction Act is also the most significant investment ever in climate change. Ever. Lowering utility bills, creating American jobs, leading the world to a clean energy future. I visited the devastating aftermath of record floods, droughts, storms, and wildfires from Arizona to Mexico to all the way up to the Canadian border. More timber has been burned, as I've observed from helicopters, than the entire state of Missouri. And we don't have global warming? Not a problem. In addition to emergency recovery, from Puerto Rico to Florida to Idaho, we're rebuilding for the long term. New electric grids that are able to weather major storms and not prevent those forest fires. Roads and water systems will withstand the next big flood. Clean energy to cut pollution and create jobs in communities often left behind. We're going to build 500,000 electric vehicle charging stations installed across the country by tens of thousands of IBEW workers. And we're helping families save more than $1,000 a year with tax credits to purchase electric vehicles and efficient appliances, energy-efficient appliances. Historic conservation efforts to be responsible stewards of our land. Let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren, to confront it. I'm proud of how America, at last, is stepping up to the challenge. We're still going to need oil and gas for a while. But guess what? No, we do. But there's so much more to do. We got to finish the job. And we pay for these investments in our future by finally making the wealthiest and biggest corporations begin to pay their fair share. Just begin. Look, I'm a capitalist. I'm a capitalist, but pay your fair share. I think a lot of you at home agree with me and many people that you know. The tax system is not fair. It is not fair. Look, the idea that in 2020, 55 of the largest corporations in America, the Fortune 500, made $40 billion in profits and paid zero in federal taxes? Zero? Folks, it's simply not fair. But now, because of the law I signed, billion-dollar companies have to pay a minimum of 15%. God love them. 15%. That's less than a nurse pays. And let me be crystal clear. I said at the very beginning, under my plans, as long as I'm president, nobody earning less than $400,000 will pay an additional penny in taxes. Nobody, not one penny. But let's finish the job. There's more to do. We have to reward work, not just wealth. Pass my proposal for the billionaire minimum tax. You know, there's 1,000 billionaires in America. It's up from about 600 in the beginning of the term. But no billionaire
should be paying a lower tax rate than a school teacher or firefighter. I mean it. Think about it. I mean, look. I know you aren't enthusiastic about that, but think about it. Think about it. Have you noticed Big Oil just reported its profits, record profits? Last year they made $200 billion in the midst of a global energy crisis. I think it's outrageous. Why? They invested too little of that profit to increase domestic production. And when I talk to a couple of them, they say, we're afraid you're going to shut down all the oil wells, all the oil refineries anyway, so why should we invest in them? I said, we're going to need oil for at least another decade, and that's going to exceed and beyond that. We're going to need it. Production. If they had, in fact, invested in the production to keep gas prices down, instead, they used the record profits to buy back their own stock, rewarding their CEOs and shareholders. Corporations ought to do the right thing. That's why I propose we quadruple the tax on corporate stock buybacks and encourage long-term investments. They'll still make considerable profit. Let's finish the job and close the loopholes that allow very wealthy to avoid paying their taxes. Instead of cutting the number of audits for wealthy taxpayers, I just signed a law to reduce the deficit by $114 billion by cracking down on wealthy tax cheats. That's being fiscally responsible. In the last 2 years, my administration has cut the deficit by more than $1.7 trillion, the largest deficit reduction in American history. Under the previous administration, the American deficit went up 4 years in a row. Because those record deficits, no president added more to the national debt in any 4 years than my predecessor. Nearly 25% of the entire national debt that took over 200 years to accumulate was added by just one administration alone, the last one. They're the facts. Check it out. Check it out. How did Congress respond to that debt? They did the right thing. They lifted the debt ceiling 3 times without preconditions or crisis. They paid American bills to prevent an economic disaster in the country. So tonight I'm asking the Congress to follow suit. Let's commit here tonight to the full faith and credit of the United States of America will never, ever be questioned. Some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. No, I tell you, I enjoy conversion. You know, it means if Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant, but it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you. Look, folks, the idea is that we're not going to be moved into being threatened to default on the debt if we don't respond. Folks, so folks, as we all apparently agree, Social Security and Medicare is off the books now, right? They're not to be stopped. All right. I'm ready. We got unanimity.
Social Security and Medicare are a lifeline for millions of seniors. Americans have to pay into them from the very first paycheck they started. So tonight, let's all agree, and apparently we are, let's stand up for seniors. Stand up and show them. We will not cut Social Security. We will not cut Medicare. Those benefits belong to the American people. They earned it. And if anyone tries to cut Social Security, which apparently no one's going to do, and if anyone tries to cut Medicare, I'll stop them. I'll veto it. And look, I'm not going to allow them to be taken away. Not today, not tomorrow, not ever. But apparently it's not going to be a problem. Next month, when I offer my fiscal plan, I ask my Republican friends to lay down their plan as well. I really mean it. Let's sit down together and discuss our mutual plans together. Let's do that. I can tell you, the plan I'm going to show you is going to cut the deficit by another $2 trillion. And it won't cut a single bit of Medicare or Social Security. In fact, we're going to extend the Medicare Trust Fund at least 2 decades, because that's going to be the next argument. How do we keep it solvent, right? Well, we'll not raise tax on anyone making under 400 grand, but we'll pay for it the way we talked about tonight, by making sure that the wealthy and big corporations pay their fair share. Look. Here's the deal. They aren't just taking advantage of the tax code. They're taking advantage of you, the American consumer. Here's my message to all of you out there. I have your back. We're already preventing Americans from receiving surprise medical bills, stopping $1 billion surprise bills per month so far. We're protecting seniors' life savings by cracking down on nursing homes that commit fraud, endanger patient safety, prescribe drugs that are not needed. Millions of Americans can now save thousands of dollars because they can finally get a hearing aid over the counter without a prescription. Look, capitalism without competition is not capitalism. It's extortion. It's exploitation. Last year, I cracked down with the help of many of you on foreign shipping companies that were making you pay higher prices for every good coming into the country. I signed a bipartisan bill that cut shipping costs by 90%, helping American farmers, businessmen, and consumers. Let's finish the job. Pass the bipartisan legislation to strengthen antitrust enforcement and prevent big online platforms from giving their own products an unfair advantage. My administration is also taking on junk fees, those hidden surcharges too many companies use to make you pay more. For example, we're making airlines show you the full ticket price up front, refund your money if your flight is canceled or delayed. We've reduced exorbitant bank overdrafts by saving consumers more than $1 billion a year. We're cutting credit card late fees by 75%, from $30 to $8. Look, junk fees may not matter to the very wealthy, but they matter to most other folks in homes like the one I grew up in, like many of you did. They add up to hundreds of dollars a month. They make it harder for you to pay your bills or afford that family trip. I know how unfair it feels when a company overcharges you and gets away with it. Not anymore. We've written a bill to stop it all. It's called the Junk Fee Prevention Act. We're going to ban surprise resort fees that hotels charge on your bill. Those fees can cost you up to $90 a night at hotels that aren't even resorts. The idea that cable, internet, and cell phone companies can charge you $200 or more if you decide to switch to another provider. Give me a break. We can stop service fees on tickets to concerts and sporting events and make companies disclose all the fees up front. And we'll prohibit airlines from charging $50 round trip for a family just to be able to sit together. Baggage fees are bad enough. Airlines can't treat your child like a piece of baggage.
Americans are tired of being. We're tired of being played for suckers. So pass the Junk-Free Prevention Act so companies stop ripping us off. For too long, workers have been getting stiffed, but not anymore. We're beginning to restore the dignity of work. For example, I should have known this, but I didn't until 2 years ago. 30 million workers have to sign non-compete agreements for the jobs they take. 30 million. So a cashier at a burger place can't walk across town and take the same job at another burger place and make a few bucks more. It just changed. But they just changed it because we exposed it. That was part of the deal, guys. Look it up. But not anymore. We're banning those agreements so companies have to compete for workers and pay them what they're worth. And I must tell you, this is bound to get a response from my friends on my left but the right. I'm so sick and tired of companies breaking the law by preventing workers from organizing. Pass the PRO Act, because businesses have a right, workers have a right to form a union. And let's guarantee all workers have a living wage. Let's make sure working parents can afford to raise a family with sick days, paid family medical leave, affordable child care. That's going to enable millions of more people to go and stay at work. And let's restore the full child tax credit, which gave tens of millions of parents some breathing room and cut child poverty in half to the lowest level in history. And by the way, when we do all these things, we increase productivity. We increase economic growth. So let's finish the job and get more families access to affordable, quality housing. Let's get seniors who want to stay in their homes the care they need to do so. Let's give more breathing room to millions of family caregivers looking after their loved ones. Pass my plan so we get seniors and people with disabilities the home care and services they need. And support the workers who are doing God's work. These plans are fully paid for and we can afford to do them. Restoring the dignity of work means making education an affordable ticket to the middle class. You know, when we made public education, 12 years of it universal in the last century, we made the best educated, best paid, we became the best educated, best paid nation in the world. But the rest of the world's caught up. It's caught up. Jill, my wife, who teaches full time, has an expression. I hope I get it right, kid. Any nation that out-educates us is going to out-compete us. Any nation that out-educates is going to out-compete us. Folks, we all know 12 years of education is not enough to win the economic competition of the 21st century. We want to have the best educated workforce. Let's finish the job by providing access to preschool for 3 and 4 years old. Studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school and go on to earn a 2 or 4 year degree, no matter their background they came from. Let's give public school teachers a raise. We're making progress by reducing student debt, increasing Pell Grants for working and middle-class families. Let's finish the job and connect students to career opportunities starting in high school. Provide access to 2 years of community college, the best career training in America in addition to being a pathway to a 4-year degree. Let's offer every American a path to a good career, whether they go to college or not. And folks, in the midst of the COVID crisis, when schools were closed and we were shutting down everything, let's recognize how far we came in the fight against the pandemic itself. While the virus is not gone, thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine, we've broken the COVID grip on us. COVID deaths are down by 90%. We've saved millions of lives and opened up
our country back up, and soon we'll end the public health emergency. But that's called a public health emergency. But we'll remember the toll and pain that's never going to go away. More than 1 million Americans lost their lives to COVID. 1 million. Families grieving, children orphaned, empty chairs at the dining room table constantly reminding you that she used to sit there. Remembering them, we remain vigilant. We still need to monitor dozens of variants and support new vaccines and treatments. So Congress needs to fund these efforts and keep America safe. And as we emerge from this crisis stronger, we're also got to double down on prosecuting criminals who stole relief money meant to keep workers and small businesses afloat. Before I came to office, you remember, during that campaign, the big issue was about inspector generals who would protect taxpayers' dollars who were sidelined. They were fired. Many people said we don't need them. And fraud became rampant. Last year, I told you the watchdogs are back. Since then, we've recovered billions of taxpayers' dollars. Now let's triple the anti-fraud strike force going after these criminals, double the statute of limitations on these crimes, and crack down on identity fraud by criminal syndicates stealing billions of dollars from the American people. And the data shows that for every dollar we put into fighting fraud, the taxpayers get back at least 10 times as much. It matters. It matters. Look, COVID left its scars, like the spike in violent crime in 2020, the first year of the pandemic. We have an obligation to make sure all people are safe. Public safety depends on public trust, as all of us know. But too often that trust is violated. Joining us tonight are the parents of Tyree Nichols. Welcome. We had to bury Tyree last week. As many of you personally know, there's no words to describe the heartache or grief of losing a child. But imagine if you lost that child at the hands of the law. Imagine having to worry whether your son or daughter came home from walking down the street, or playing in the park, or just driving a car. Most of us in here have never had to have the talk that brown and black parents have had to have with their children. Bo, Hunter, Ashley, my children, I never had to have the talk with them. I never had to tell them if a police officer pulls you over, turn your interior lights on right away. Don't reach for your license. Keep your hands on the steering wheel. Imagine having to worry like that every single time your kid got in a car. Here's what Tyree's mother shared with me when I spoke to her, when I asked her how she finds the courage to carry on and speak out. With the faith of God, she said her son was, quote, a beautiful soul, and something good will come of this. Imagine how much courage and carry that takes. It's up to us, to all of us. We all want the same thing. Neighborhoods free of violence. Law enforcement who earns the community's trust. Just as every cop, when they pin on that badge in the morning, has a right to be able to go home at night, so does everybody else out there. Our children have a right to come home safely. Equal protection under the law is a covenant we have with each other in America. We know police officers put their lives on the line every single night and day. And we know we ask them in many cases to do too much, to be counselors, social workers, psychologists, responding to drug overdoses, mental health crises, and so much more.
In one sense, we ask much too much of them. I know most cops and their families are good, decent, honorable people, the vast majority. But they risk their lives every time they put that shield on. But what happened to Tyree in Memphis happens too often. We have to do better. Give law enforcement the real training they need. Hold them to higher standards. Help them succeed in keeping us safe. We also need more first responders and professionals to address the growing mental health, substance abuse challenges. More resources to reduce violent crime and gun crime. More community intervention programs. More investment in housing, education, and job training. All this can help prevent violence in the first place. And when police officers or police departments violate the public trust, they must be held accountable. With the support of the families of victims, civil rights groups, and law enforcement, I signed an executive order for all federal officers, banning chokeholds, restricting no-knock warrants, and other key elements of the George Floyd Act. Let's commit ourselves to make the words of Tyler's mom true. Something good must come from this. Something good. And all of us, folks, it's difficult, but it's simple. All of us in this chamber, we need to rise to this moment. We can't turn away. Let's do what we know in our hearts that we need to do. Let's come together to finish the job on police reform. Do something. Do something. That was the plea of parents who lost their children in Uvalde. I met with every one of them. Do something about gun violence. Thank God. Thank God we did. Passing the most sweeping gun safety law in 3 decades. That includes things like that the majority of responsible gun owners already support. Enhanced background checks for 18 to 21 years old. Red flag laws, keeping guns out of the hands of people who are a danger to themselves and others. But we know our work is not done. Joining us tonight is Brandon Say, a 26-year-old hero. Brandon put his college dreams on hold to be at his mom's side. His mom's side when she was dying from cancer. And Brandon now works at the dance studio started by his grandparents. And 2 weeks ago, during the Lunar New Year celebrations, he heard the studio door close, and he saw a man standing there pointing a semi-automatic pistol at him. He thought he was going to die, but he thought about the people inside. And in that instant, he found the courage to act and wrestled a semi-automatic pistol away from the gunman who had already killed 11 people in another dance studio. 11. He saved lives. It's time we do the same. Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all. I led the fight to do that in 1994. And in 10 years, that ban was law and mass shootings went down. After we let it expire in the Republican administration, mass shootings tripled. Let's finish the job and ban these assault weapons. And let's also come together on immigration. Make it a bipartisan issue once again. We know we now have a record number of personnel working to secure the border.
arresting 8,000 human smugglers, seizing over 23,000 pounds of fentanyl in just the last several months. We've launched a new border plan last month. Unlawful migration from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela has come down 97% as a consequence of that. But American border problems won't be fixed until Congress acts. If we don't pass my comprehensive immigration reform, at least pass my plan to provide the equipment and officers to secure the border. And a pathway to citizenship for dreamers, those on temporary status, farm workers, essential workers. Here in the People's House, it's our duty to protect all the people's rights and freedoms. Congress must restore the right and the Congress must restore the right that was taken away in Roe v. Wade and protect Roe v. Wade. Give every woman a consular right. The Vice President and I are doing everything to protect access to reproductive health care and safeguard patient safety. But already more than a dozen states are enforcing extreme abortion bans. Make no mistake about it. If Congress passes a national ban, I will veto it. But let's also pass the Bipartisan Equality Act to ensure LGBTQ Americans, especially transgender young people, can live with safety and dignity. Our strength is not just the example of our power, but the power of our example. Let's remember the world's watching. I spoke in this chamber 1 year ago, just days after Vladimir Putin unleashed his brutal attack against Ukraine. A murderous assault, evoking images of death and destruction Europe suffered in World War II. Putin's invasion has been a test for the ages, a test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic of principles? Would we stand for sovereignty? We stand for the right of people to live free of tyranny? Will we stand for the defense of democracy? For such defense matters to us because it keeps peace and prevents open season on would-be aggressors and threatens our prosperity. 1 year later, we know the answer. Yes, we would, and we did. We did. And together, we did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people. Tonight, we're once again joined by Ukraine's ambassador to the United States. She represents not just her nation, but the courage of her people. Our ambassador is here, united. We're united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you? Thank you. Because we're going to stand with you as long as it takes. Our nation's working for more freedom, more dignity, more peace, not just in Europe, but everywhere. Before I came to office, the story was about how the People's Republic of China was increasing its power and America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made clear in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world.
And I'm committed. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world. But make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Look, let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracy has grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. America's rallying the world to meet those challenges, from climate to global health, to food insecurity, to terrorism, to territorial aggression. Allies are stepping up, spending more and doing more. Look, the bridges we're forming between partners in the Pacific and those in the Atlantic, and those who bet against America are learning how wrong they are. It's never, ever been a good bet to bet against America. Never. Well, when I came to office, most assured that bipartisanship assumed was impossible, but never believed it. That's why a year ago I offered a unity agenda to the nation as I stood here. We made real progress together. We passed a law making it easy for doctors to prescribe effective treatments for opioid addiction. We passed the gun safety law, making historic investments in mental health. We launched the ARPA-H drive for breakthrough in the fights against cancer, Alzheimer's, and diabetes, and so much more. We passed the Heath Robinson PACT Act, named after the late Iraq War veteran whose story about exposure to toxic burn kits I shared here last year. I understand something about those burn pits, but there's so much more to do. We can do it together. Joining us tonight is a father named Doug from Newton, New Hampshire. He wrote Jill, my wife, a letter, and me as well, about his courageous daughter, Courtney. A contagious laugh, his sister's best friend, her sister's best friend. He shared the story all too familiar to millions of Americans and many of you in the audience. Courtney discovered pills in high school. It spiraled into addiction and eventually death from a fentanyl overdose. She was just 20 years old. Describing the last 8 years without her, Doug said, "There's no worse pain." Yet their family has turned pain to purpose, working to end the stigma and change laws. He told us he wants to start a journey toward American recovery. Doug, we're with you. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Working with couriers like FedEx to inspect more packages for drugs. Strong penalties to crack down on fentanyl trafficking. Second, let's do more on mental health, especially for our children. When millions of young people are struggling with bullying, violence, trauma, we give them greater access to mental health care at their schools. We must finally hold social media companies accountable for experimenting they're doing running children for profit. There's bipartisan legislation to stop big tech from collecting personal data on our kids and teenagers online, ban targeted advertising to children, and impose stricter limits on the personal data that companies collect on all of us. Third,
Let's do more to keep this nation's one truly sacred obligation to equip those we send into harm's way and care for them and their families when they come home. Job training, job placement for veterans and their as they come to return to civilian life. Helping veterans afford the rent, because no one should be homeless in America, especially someone who served the country. Dennis McDonough is here, of the VA. We had a first real discussion when I asked him to take the job. Glad he did. We were losing up to 25 veterans a day on suicide. Now we're losing 17 a day to the silent scourge of suicide. 17 veterans a day are committing suicide. More than all the people being killed in the wars. Folks, VA is doing everything it can, including expanding mental health screening, proven programs that recruits veterans to help other veterans understand what they're going through, get them the help they need. We got to do more. And fourth, last year, Jill and I reignited the cancer moonshot that I was able to start with President Obama asked me to lead our administration on this issue. Our goal is to cut the cancer death rates at least by 50% in the next 25 years. Turn more cancers from death sentences to treatable diseases. Provide more support for patients and their families. It's personal to so many of us in this audience. Joining us are Morris and Candice, an Irishman and the daughter of immigrants from Panama. They met and fell in love in New York City and got married in the same chapel Jill and I got married in New York City. Kindred spirits. He wrote us a letter, daughter Ava, and I saw her just before I came over. She was just a year old when she was diagnosed with rare kidney disease, cancer. After 26 blood transfusions, 11 rounds of radiation, 8 rounds of chemo, 1 kidney removed, giving a 5% survival rate. He wrote how in the darkest moments he thought, if she goes, I can't stay. Many of you have been through that as well. Jill and I understand. And he read Jill's book describing our family's cancer journey and how we tried to steal moments of joy where we could with Bo. For them, that glimmer of joy was the half smile of their baby girl. It meant everything to them. They never gave up hope. Little Ava never gave up hope. She turns 4 next month. They just found out Ava's beating the odds, is on her way. And she's watching from the White House tonight if she's not asleep already. For the lives we can save. For the lives we can save and the lives we've lost, let this be a truly American moment that rallies the country and the world together and proves that we can still do big things. 20 years ago, under the leadership of President Bush and countless advocates and champions, he undertook a bipartisan effort through PEPFAR to transform the global fight against HIV/AIDS. It's been a huge success. He thought big. He thought large. He moved. I believe we can do the same thing with cancer. Let's end cancer as we know it. Cure some cancers once and for all. Folks, there's one reason why we've been able to do all of these things. Our democracy itself. It's the most fundamental thing of all. With democracy, everything's possible. Without it, nothing is. For the last few years, our democracy has been threatened and attacked, put at risk, put to the test in this very room on January the 6th. And then just a few months ago, an unhinged big lie, assailant unleashed a political violence, the home of the then Speaker of the House of Representatives, using the very same language the insurrectionists used
as they stalked these halls and chanted on January 6th. Here tonight in this chamber is a man who bears the scars of that brutal attack, but is as tough and as strong, as resilient as they. Pelosi, Paul, stand up. But such a heinous act should have never happened. We must all speak out. There's no place for political violence in America. We have to protect the right to vote, not suppress the fundamental right. Honor the results of the will of the people. We have to uphold the rule of law and restore trust in our institutions of democracy. And we must give hate and extremism in any form no safe harbor. Democracy must not be a partisan issue. It's an American issue. Every generation of Americans has faced a moment where they have been called to protect our democracy, to stand up for it. And this is our moment. My fellow Americans, we meet tonight at an inflection point, one of those moments that only a few generations ever face, where the direction we now take is going to decide the course of this nation for decades to come. We're not bystanders of history. We're not powerless before the forces that confront us. It's within our power of we, the people. We're facing the test of our time. We have to be the nation we've always been at our best, optimistic, hopeful, forward-looking, a nation that embraces light over dark, hope over fear, unity over division, stability over chaos. We have to see each other not as enemies, but as fellow Americans. We're good people. The only nation in the world are defined by geography, ethnicity. But we're the only nation based on an idea that all of us, every one of us, is created equal in the image of God. A nation that stands as a beacon of the world. A nation in a new age of possibilities. So I've come to fulfill my constitutional obligation to report in the State of the Union. And here's my report. I'm not new to this place. I stand here tonight having served as long as about any one of you have ever served here. But I've never been more optimistic about our future, about the future of America. We just have to remember who we are. We're the United States of America, and there's nothing beyond our capacity if we do it together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you. Devant les deux chambres du Congrès. Donc avec moi dans ce studio, Idrissa Seydou Dia et notre ami Michael Gordon qui a assuré la traduction simultanée de ce discours sur l'état de l'Union. Alors Idrissa, un discours qui a fait un tour d'horizon de la vie des États-Unis sous toutes les coutures. Sous toutes les coutures, et un discours qui a fait peut-être un peu plus d'1 heure. Et il a fait un tour d'horizon complet de l'actualité économique, de l'actualité internationale, parlant de l'Ukraine, parlant de la Chine et du défi que constitue la Chine en ce moment. Et il a parlé de ses progrès économiques, de ce qu'il a pu réaliser depuis la Covid et le taux de chômage qui a baissé, les emplois qui ont été créés donc depuis,
la réduction du déficit budgétaire. En somme, un programme, un bilan très positif, et tout en parlant aussi des problèmes tels que, comme on l'a vu avec les invités qu'il avait, les parents de Tyree Nichols, le jeune qui a été tué à Memphis dans le Tennessee par des policiers. Il a parlé de ces problèmes comme celui aussi des armes à feu. Donc il a fait un tour d'horizon complet abordant des problèmes d'actualité concernant la vie américaine, l'avenir, tout en restant très optimiste, en disant qu'en même temps, il est prêt à collaborer avec, comment dirais-je, les républicains qui contrôlent maintenant la Chambre des représentants, et en rappelant qu'il est lui-même, qu'il appartient lui-même au Congrès après avoir passé toutes ces années là-bas. Donc il est optimiste. Il pense que l'avenir, l'Amérique continuera d'aller de l'avant grâce aux progrès qui ont été réalisés ces derniers temps. Et Idrissa, l'un des maîtres mots employés par le président Biden dans son discours, c'est la résilience. Résilience de l'Amérique par rapport aux problèmes économiques, résilience par rapport à la pandémie de Covid-19 qui, a-t-il dit, n'a plus d'emprise sur l'Amérique. Effectivement, et il a dit que c'est ça le caractère spécial de l'Amérique, à savoir que l'Amérique a toujours su relever les défis qui s'opposaient à elle. Et on l'a vu encore ici, parce que malgré ce qui s'est passé avec la Covid, bon, là il reconnaît que l'inflation continue d'être un problème pour les Américains, mais qu'il y a des progrès à ce niveau. Il a reconnu que, bon, à un moment donné, il y avait le désespoir, mais les Américains n'ont pas perdu tout espoir et se sont relevés tous pour pouvoir aborder ces problèmes, relever les défis, et maintenant ils se targuent de tous ces succès en disant que bon, l'avenir est brillant et qu'il faut continuer tel que c'est la coutume en Amérique, tel que c'est la tradition en Amérique, de relever les défis quels qu'ils soient. Alors, la production me signale que nous avons deux invités en ligne. Le professeur Mohamed Bodj de New York. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Est-ce que nous avons le professeur Bodj en ligne? Oui, je suis là. Donc, quelques... Oui, il est là. Professeur, on vous entend. Alors, quelle conclusion tirez-vous de ce discours sur l'état de l'Union, le deuxième du président Joe Biden? On s'attendait un tout petit peu à ce qu'il annonce des projets dans le futur. Donc, je crois que j'ai quelques soucis à l'entendre là. Je disais qu'on s'attendait à ce qu'il annonce peut-être... Est-ce que... Voilà, allô? Oui. Oui, bonsoir professeur Bodj, j'avais quelques soucis avec ma console ici. Et donc, merci d'être avec nous ce soir pour ce discours sur l'état de l'Union. Idrissa et moi parlions tantôt de ce maître mot du président Biden dans son discours, à savoir la résilience de l'Amérique face aux épreuves, que ce soit la crise de Covid-19, que ce soit les problèmes économiques, que ce soit les crises mondiales. Le président Biden a dit que l'Amérique a toujours su faire face à ces défis, a toujours su s'élever face à de tels défis. Oui, tout à fait. Je pense que son axe central, c'était ce pays est très fort. Ce pays ne fléchit pas dans sa progression. Ce pays progresse alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il stagne ou même recule. Et donc, c'est un peu contre tous les défis. L'Amérique sort grandie, la tête haute, et aussi bien sur le plan économique, et surtout sur le plan économique, il y a certes des imperfections, en particulier sur le plan social, la violence, mais d'une manière générale, c'est un tableau très optimiste. Et en même temps, l'idée que si vous me faites confiance, nous allons faire mieux. Sans le dire nommément,
sans pointer du doigt le futur, il a balisé un tout petit peu la vision pour dire si vous êtes d'accord que cette Amérique-là est forte et vous la voulez, eh bien, faites-moi confiance. Oui, on l'a entendu plusieurs fois dire qu'il y avait un travail à terminer. Terminons le travail et je crois que c'était un message indirect pour dire que bon, il méritait un deuxième mandat. Ah oui, tout à fait. Et d'annoncer de façon très claire, il a bien entendu balisé, de façon à ce que, au fond, c'est la seule conclusion possible. La seule conclusion possible, c'est si vous êtes d'accord que nous sommes au bon endroit, que nous sommes en train de progresser, de sortir la tête de l'eau, que notre économie marche d'une manière que personne ne soupçonnait qu'elle aurait été capable, etc. Alors faites-moi confiance et dans ce cas-là, ça veut effectivement dire maintenant le cap et bien entendu gardons le capitaine. Et le président Biden a insisté sur la situation de la classe moyenne américaine qui, a-t-il dit, a été bien affaiblie par les différents problèmes que connaît le pays et il a appelé à des efforts pour aider cette classe moyenne à s'en sortir, notamment au niveau fiscal, en appelant les milliardaires à payer leur juste part. Oui, il a fondamentalement visé la classe moyenne. Il a très peu parlé, disons, des pauvres, entre guillemets, d'une manière générale. Et bien entendu, l'idée, c'est qu'il y avait un fardeau. Ce fardeau sont les taxes. Et que les grandes compagnies, les grandes richesses, ne portent pas le part égal. D'où cet appel de les taxer d'au moins 15% dans le futur et de faire en sorte que cette charge fiscale ne soit pas seulement sur le dos des classes moyennes. Les classes moyennes ont des problèmes, non seulement avec l'inflation, mais aussi ils ont des dettes, en particulier des dettes médicales, ils ont des dettes avec les dettes des étudiants, etc. Et donc c'est un plaidoyer qui est vraiment fondamentalement, disons, axé sur cette classe moyenne, sur cette population des villes et des faubourgs des villes et des environs des villes, et de faire en sorte que cette frange éduquée soit un tout petit peu la ligne de mise des objectifs économiques du mandat prochain. Le professeur Mohamed Moj de Manhattan College à New York, professeur, naturellement le président Biden ne pouvait pas ne pas évoquer ce qu'on appelle ici en anglais the elephant in the room, le grand éléphant dans la salle, et c'est, comment dirais-je, l'assaut sur le Capitole. Il y a de cela quoi, 2 ans. Alors, il a dit à ce sujet que la démocratie n'est pas une question partisane. Oui, et il a aussi dit qu'il ne faut pas fournir des abris à ces gens qui sont antidémocratiques et qui sont prêts à utiliser la violence pour renverser nos institutions, nos chefs. Donc, cette sorte d'avertissement pour dire qu'on ne peut pas comprendre que sous prétexte que ces gens-là expriment leur ras-le-bol politique, on doit un tout petit peu les laisser en paix ou en tout cas considérer que c'est une manifestation d'opinion politique normale. Il dit que c'était anormal, que c'était violent et que c'est une menace à la démocratie et que, entre guillemets, bien entendu, il dit que le gouvernement est ferme et sera en mesure de contenir ces extrêmes et de faire en sorte qu'on ne banalise pas ces extrêmes comme étant un discours politique accepté. Et là, il a été très clair et très fort, sans entrer dans des détails, et en se campant sur des principes très solides. Et je pense que là, il a atteint un but psychologique pour ceux qui veulent l'écouter. Et il y a eu ce symbolisme, le mari de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, son mari qui avait été attaqué chez lui par
illuminé, je dirais, qui voulait faire du mal à son épouse pour des raisons politiques. Oui, il a humanisé cette partie de son discours de façon extraordinaire. Tout d'abord en pointant du doigt des gens qui n'ont rien fait de mal et qui souffrent du mal que leur a infligé, en particulier pour Pelosi, les adversaires politiques qui pensaient qu'ils pouvaient à la limite même renverser les institutions en s'attaquant au speaker, à la présidence du Congrès. Il a aussi déracialisé la violence d'une manière générale et en particulier disons la conduite de la police, en simplement faisant le point et parlant de parents qui sont déçus que leurs enfants ne puissent pas avoir une vie parce que quelqu'un a décidé qu'il allait utiliser la force plutôt, et de façon tout à fait anarchique. Et là, tout en désarmant un tout petit peu peut-être un endroit où certains l'attendaient, où peut-être on pouvait l'accuser de mettre les blancs et les noirs les uns contre les autres en utilisant la violence policière, en particulier les parents de Tyrone, donc qui était dans la chambre. Et là, il a su éviter ce piège. Et je pense que c'est une manœuvre extrêmement habile et qui va être porteuse de beaucoup de points. Merci, professeur Mbodj. Nous avons un autre invité en ligne ce soir, c'est l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Alors, ambassadeur Cohen, nous l'avons dit au début de cette émission, le président Biden a prononcé son discours sur l'état de l'Union cette année devant un congrès divisé avec les républicains qui ont pu arracher le contrôle de la Chambre. Donc, il se devait procéder à un exercice, si l'on peut dire, d'équilibriste en avançant les causes chères aux démocrates tout en ménageant la possibilité de travailler avec les républicains pour faire passer un certain nombre d'initiatives. Oui, et malgré le fait que les démocrates sont en minorité dans la Chambre, il a fait passer plusieurs projets de loi très intéressants. Un projet sur l'infrastructure. Nous allons maintenant réparer des ponts, des routes, des anciens systèmes d'eau, des tunnels. Ça, c'est un grand projet qui bénéficie tout le monde. Aussi, il a fait baisser le chômage. Maintenant, le chômage aux États-Unis est moins de 4%. C'est très bas en comparaison avec l'ancienne administration de Trump, par exemple. Pendant ces 2 ans, ils ont créé 10 millions d'entreprises, grandes, petites, moyennes. Et il y avait 800 000 nouveaux jobs, nouveaux emplois créés pendant les 2 ans. Et il a baissé le prix des médicaments pour les seniors, pour les gens plus âgés que 60 ans. Donc il a fait beaucoup de choses, mais beaucoup de ces choses commencent maintenant seulement. Donc sa popularité n'est pas encore très grande, mais je crois qu'après quelques mois, quand tous ces projets commencent à ouvrir, qu'il va gagner en popularité parce qu'il a fait beaucoup de progrès, à mon avis, pour l'économie des États-Unis. Ambassadeur Idrissa Selouya, vous avez donné un bilan qu'il a lui-même mis en exergue en se vantant, en se targuant de tous ces résultats, mais il reste impopulaire comme vous le dites, et beaucoup d'Américains disent qu'ils n'aimeraient pas le voir se représenter, ils n'aimeraient pas non plus voir l'ancien président Donald Trump se représenter. Alors,
le problème, il parle de l'âge des deux hommes. Est-ce qu'il va pouvoir surmonter ce problème avec le bilan qu'il a développé aujourd'hui? Je crois que selon son discours, il a décidé d'essayer. S'il est réélu pour un deuxième mandat, il sera 86 à la fin de son mandat. Donc, il y a beaucoup de monde qui disent, oui, il était un bon président, mais maintenant il commence à être trop vieux. Donc, mais à mon avis, il a annoncé ce soir qu'il sera candidat encore une fois. Il a annoncé implicitement, ambassadeur Cohen, nous allons prendre un autre invité, une invitée cette fois-ci, c'est le professeur Marilyn Sefocle de l'Université Howard ici à Washington. Bonsoir professeur. Alors nous l'avons dit, le président Biden a prononcé son discours sur l'état de l'Union. Il a fait le point de tous les problèmes que domine l'Amérique, mais aussi des succès, des solutions apportées à certains de ces problèmes. Qu'est-ce que vous voyez comme point central de son discours ce soir? Alors d'abord, c'est un discours extrêmement vigoureux, c'est un discours inspirant et c'est un discours qui met vraiment l'éclairage sur d'abord l'Américain moyen en général et toutes les frustrations que l'Américain moyen a à faire face, c'est-à-dire les agios qu'on leur fait payer dans les banques, le coût des médicaments qui est très élevé, même les billets d'avion qui sont parfois surtaxés, toutes ces choses de la vie quotidienne de l'Américain moyen ont été mis vraiment sur le plateau, examinés par le président et montrer comment on peut faire mieux, comment l'Américain moyen peut, grâce aux nouvelles lois qu'il fait passer, s'en sortir vraiment bien mieux, c'est-à-dire avec des médicaments beaucoup moins chers, un coût de vie beaucoup moins cher, il a montré vraiment toutes les lois qu'il a fait passer et il a aussi mis l'accent sur la démocratie en disant que la démocratie, sous son mandat, la démocratie est garantie. Il a aussi parlé des 12 millions de nouveaux emplois. 12 millions de nouveaux emplois qui ont été créés en 2 ans, ce qui est un record depuis déjà, un record dans les 40 ou 50 dernières années. Il a parlé également du chômage qui est seulement à 3,4%, qui est le taux de chômage le plus bas qu'on ait pu avoir en 50 ans. Donc il a à la fois vraiment marqué l'opinion publique en montrant qu'il est vraiment le candidat qu'il faut pour les élections présidentielles de 2024. Il leur a montré tout ce qu'il a déjà accompli. Of the President be referred to the Committee of the Whole House on the State of the Union and ordered printed. Without objection, does the gentleman from Louisiana have a motion? I move that the House do now adjourn, Mr. Speaker. Question de politique étrangère, le président Biden a dénoncé l'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine et il a réaffirmé son soutien indéfectible à l'Ukraine et a promis toute l'aide nécessaire à l'Ukraine pour faire face à cette invasion. En même temps, il a parlé de la Chine. On a vu ce qui s'est passé récemment avec le ballon qui a été abattu par l'armée américaine. Et il a parlé de la Chine comme d'un pays avec lequel il y a concurrence, mais ce n'est pas la confrontation qu'il veut. Alors je voudrais avoir le point de vue de l'ambassadeur Cohen et du professeur Mbodj. Ambassadeur Cohen. Oui, je crois que nous avons perdu l'ambassadeur Cohen. Oui, professeur Sefocle.
Oui, alors oui, il est tout à fait de bon aloi, de bon ton, et aussi très important de réaffirmer que la Chine ne peut pas être seulement un concurrent, mais un pays avec lequel les États-Unis doivent maintenir un partenariat. Ça, c'est très important. Et donc, le président Biden a réaffirmé ceci en expliquant comment la Chine doit rester dans l'orbite des Américains comme étant un pays avec lequel il ne doit pas y avoir seulement de la compétition, et si compétition il y a, cette compétition doit être une compétition très saine, mais un pays avec lequel les États-Unis doivent continuer de traiter de façon diplomatique et de façon aussi tout à fait de façon diplomatique et de façon très saine. Vous suivez cette édition spéciale Facebook Live de VOA Afrique sur le discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden. Je signale que nous attendons d'un moment à l'autre la réponse républicaine qui sera apportée par Madame Sarah Huckabee, qui est Sarah Huckabee Sanders, qui est gouverneure de l'Arkansas, et qui va parler de Little Rock, la capitale de l'Arkansas. Il dit ça, Madame Sanders, qui est une ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sous le président Donald Trump et qui aujourd'hui est gouverneur de l'Arkansas. Et comme son père était gouverneur de l'Arkansas après Bill Clinton. Et il était même candidat à la présidence chez les républicains, bien entendu. Et Sarah a été porte-parole de la Maison-Blanche pendant très longtemps. Elle a obtenu le soutien de l'ancien président Donald Trump quand elle s'est présentée pour le poste de gouverneur de l'Arkansas. Et pour les observateurs, c'est une façon indirecte de montrer que l'ancien président a toujours de l'influence au sein du Parti républicain et qu'il ne faut pas penser que malgré, comment dirais-je, les résultats des élections de mi-mandat qui ont montré quand même qu'il y avait des limites à son soutien, qu'il restait une force avec laquelle il faut compter au sein du Parti républicain. Alors on s'attend naturellement à ce qu'elle contraste le bilan des républicains avec celui du président Joe Biden. Professeur Sefocle, comment voyez-vous cette réponse de Sarah Huckabee Sanders au président Joe Biden, gouverneur, une dame? Ah, nous avons perdu. Oui, je vous entends. Ah, vous êtes là, oui, voilà, très bien. Nous Mais avons attendez, Sarah est là et elle va donc parler. nous allons écouter. Bonsoir, je suis Sarah Huckabee Sanders. Je suis la mère de 3 jeunes enfants et cela m'a enseigné de ne pas croire en tout ce que j'entends. Donc pardonnez-moi de ne pas croire en quoi que ce soit que j'ai entendu ce soir du président Biden. L'inflation est sans contrôle, la criminalité n'est pas contrôlée, il y a la menace de la Chine, il y a les menaces aux frontières et les Biden et les démocrates ont échoué. Ils le savent, vous le savez également. Et le moment est venu que les choses changent. Ce soir, réaffirmer est là pour servir le peuple et ne pas régner sur nous. Les démocrates veulent régner sur nous avec davantage de contrôle du gouvernement, mais ce n'est pas qui nous sommes. Les États-Unis sont le plus grand pays que le monde ait connu, parce que nous sommes le pays le plus libre au monde, avec un peuple qui est fort, qui est résilient. Il y a 5 mois, j'ai reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde. C'était un moment dur pour notre famille, particulièrement nos enfants, Scarlett, Huck et George. Mais nous avons maintenu notre foi et nous avons persévéré grâce à des médecins exceptionnels ici dans l'Arkansas et une chirurgie, une opération couronnée de succès. Et la grâce de Dieu, je suis maintenant libre du cancer. Et à travers tout cela, j'ai pensé à ma mère. Elle avait 20 ans et c'était sa première année de mariage lorsqu'elle a reçu un diagnostic mais marchait. Et que si elle marchait,
vient d'être élu nouveau gouverneur de l'Arkansas et vous parle ce soir. L'adversité, la peur de l'inconnu peut nous réduire à la paralysie, mais la foi nous pousse à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas rester inactifs face à des grands défis. Vous et moi, nous avons été placés sur cette terre pour un moment tel que celui-ci, pour aller avec courage de l'avant. Je serai la première à admettre que le président Biden et moi n'avons pas grand-chose en commun. Je suis en faveur de la liberté, il est en faveur du contrôle du gouvernement. J'ai 40 ans et je suis la plus jeune gouverneure au pays. Et lui, il a 80 ans et il est le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Je suis la première femme à être élue gouverneur de mon État et le premier homme a cédé sa présidence à une meute woke qui ne peut pas vous dire qui est une femme. L'Amérique vous impose et impose votre argent durement gagné. Vous avez été écrasé par des supermarchés vides, des prix du pétrole élevés et on enseigne nos enfants à se détester les uns les autres dû à leur race, mais ne pas s'aimer l'un l'autre ou notre grand pays. Que Joe Biden croit en cette folie ou que simplement il soit trop faible pour y résister, son administration a été tout à fait détournée par la gauche radicale. La ligne qui nous divise aux États-Unis n'est plus entre la gauche et la droite. Le choix est entre la norme ou les dingues. Et le moment est venu pour avoir une nouvelle génération de leadership américain. Lorsque j'ai assumé mes fonctions il y a quelques semaines, j'ai signé des lois pour interdire l'indoctrination et le racisme dans nos écoles. J'ai empêché que l'on utilise des termes dérogatoires pour décrire les latinos dans notre gouvernement et empêché des paralysies imposées par les gouvernements. Les Américains veulent du sens commun de leur gouvernement, mais l'administration Biden nous impose des choses dingues. Le président Biden a hérité de la plus grande reprise de notre histoire, la plus grande sécurité le long des frontières, de l'énergie abondante à bon marché qui produit aux États-Unis des salaires qui augmentaient rapidement, une armée qui se portait bien et un monde stable et en paix. Mais au cours des 2 dernières années, les démocrates ont détruit tout cela. Malgré les milliers de milliards de dollars de dépenses sans relâche des démocrates et une dette énorme, nous avons maintenant la pire crise aux frontières de notre histoire. En tant que mère, je souffre pour tous les parents qui ont perdu une fille ou un enfant ou un garçon pour la toxicomanie. Des centaines de millions d'Américains chaque année sont tués par des surdoses, essentiellement du fentanyl qui arrive en masse à travers notre frontière au sud. Mais l'administration Biden refuse de sécuriser, de garantir la frontière pour sauver des vies américaines. Et après des années d'attaques démocratiques sur les forces de l'ordre et des appels pour ne plus financer la police, les criminels violents règnent et sont libres. Et les familles respectueuses de la loi ont peur. En Corée du Nord, en Iran, en Ukraine, le président Biden et sa faiblesse mettent notre nation et le reste du monde à risque. Et le refus du président de se défendre contre la Chine, notre plus grand adversaire, est dangereux et inacceptable. Le président Biden n'est pas prêt à défendre notre frontière, à défendre notre ciel ou à défendre notre peuple. Il est simplement inapte à être notre commandant en chef. Et vous payez le prix des conséquences de leur échec, mais l'administration Biden semble plus intéressée à des fantaisies woke que les réalités auxquelles les Américains sont confrontés. Les Américains veulent simplement vivre leur vie dans la liberté et la paix, mais nous sommes attaqués par une guerre de culture lancée par la gauche que nous n'avons jamais voulu commencer et que nous ne voulons pas combattre. Au quotidien, on nous dit que nous devons participer à leurs rituels et prier sur leurs fausses idoles. Et les Américains et les démocrates s'attaquent à votre liberté de parole. Ce n'est pas normal, c'est dingue. Et
c'est faire fausse route. Ne vous trompez pas. Les républicains ne vont pas céder les armes dans cette lutte. Nous allons être chefs de file avec courage et ne pas faire ce qui est correct du point de vue politique. Les républicains croient en l'Amérique, où les familles solides se portent bien dans des communautés en toute sécurité, où les emplois sont abondants et les salaires augmentent, où la liberté qu'ont su défendre nos anciens combattants sont le droit imprescriptible de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants. Ce sont les luttes que combattent les républicains et qu'ils soient gouverneurs ou que ce soit au sein du Sénat ou de la Chambre, nous allons rendre redevable l'administration Biden. Tout près de là où je suis se trouve mon université. Little Rock, l'école de Little Rock. Et en tant qu'étudiante là, je n'oublierai jamais voir mon père, le gouverneur Mike Huckabee et le président Bill Clinton ouvrir les portes au Little Rock 9, des portes qui 40 ans avant avaient été fermées à ces gens parce qu'ils étaient noirs. Mais aujourd'hui, ces enfants qui ne pouvaient pas entrer dans l'école sont maintenant des héros qui ont des statues de bronze dans notre Sénat de notre État. Je suis enchanté du progrès réalisé par notre pays et je pense qu'il faut donner à tous les enfants l'accès à une éducation de qualité, peu importe leur race, peu importe leur revenu, que c'est là la question des droits civiques du jour d'aujourd'hui. Et demain, je vais dévoiler une enveloppe d'éducation qui sera la plus grande réforme de l'éducation, la réforme la plus conservatrice du pays. Nous autonomisons les parents, nous leur donnons de véritables choix pour améliorer l'alphabétisme, la préparation pour des carrières et aide à mettre un bon enseignant dans toutes les salles de classe en augmentant leur salaire de l'un des taux les plus faibles à l'un des plus élevés dans notre pays. Ici, dans l'Arkansas et à travers les États-Unis, les républicains travaillent pour mettre fin à la politique de piéger les enfants dans des écoles qui ne fonctionnent mal et donc les condamner à la pauvreté à vie. Nous voulons les éduquer, non pas les endoctriner, les mettre sur la voie du succès. Le moment est venu d'avoir une nouvelle génération de leaders. Notre moment est venu. Notre opportunité s'offre à nous. Une nouvelle génération née à la fin du dernier siècle qui a connu des booms économiques et des crises de la bourse formées dans la crise du 11 septembre, une génération pleine de passion, une génération pleine de nouvelles idées pour résoudre les problèmes anciens, une génération qui respecte nos vieilles traditions et nos valeurs, mais qui n'a pas peur de trouver une meilleure voie pour l'avenir. Si nous saisissons ce moment tous ensemble, l'Amérique peut une fois de plus être la terre du peuple libre et le pays des gens courageux. Pendant les 2 années et demie à la Maison-Blanche, je me suis rendu dans tous les déplacements à l'étranger avec le président. Un voyage que je n'oublierai jamais. C'était le 25 décembre 2018. Mon mari et moi avions jeté le papier d'emballage que j'ai trouvé dans tous les coins de ma maison parce que j'ai 3 enfants. Mais j'ai dû quitter le jour de la Noël et je ne pouvais pas leur dire où j'allais parce que l'endroit où j'allais était tellement dangereux qu'ils ne voulaient pas que qui que ce soit sache que le président allait être à terre pendant quelques heures dans ce pays. Nous avons embarqué sur Air Force 1, l'avion présidentiel, et sommes allés dans le noir le plus complet. Il n'y avait pas de lumière à bord de l'avion, pas de lumière sur la piste d'atterrissage. Nos téléphones et nos ordinateurs étaient fermés et confisqués. Nous étions hors réseau. 12 heures plus tard, pratiquement, dans le plus noir de la nuit, nous avons atterri dans l'ouest de l'Irak. Un scénario de guerre où il n'y avait pas de lumière dans l'avion, pas de lumière sur la piste d'atterrissage. La seule chose qu'on pouvait voir venait d'environ 1,5 km dans une salle où des centaines de troupes qui luttaient contre Daesh, qui voulaient fêter la
la Noël avec les leaders militaires, mais qui n'avaient aucune idée que le président et la première dame allaient entrer dans cette salle. Et lorsqu'ils sont entrés, c'était un véritable spectacle. Et on les a entendus haut et fort. Et j'espère que je n'oublierai jamais cette salle. Parce que tout le monde a applaudi, les hommes et les enfants de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les régions, de tous les partis politiques, de toute classe démographique que vous puissiez imaginer, ont commencé à chanter unis, encore et encore, USA, USA, USA. C'était un tableau absolument parfait de ce qui fait de notre pays un grand pays. L'un des jeunes soldats criait du fond de la salle, « Monsieur le Président, je me suis réinscrit dans l'armée à cause de vous. » Et le président lui a dit, « Et fils, je suis là à cause de toi. » Peu de temps après, ce jeune soldat s'est adressé à moi et il m'a dit, « Sarah, vous avez un dur travail. » Et je lui ai dit, « Ce que je fais n'est rien du tout. Parce que vous êtes confronté à des balles et à des bombes. Ça, c'est un véritable travail. Et un moment que je sais que je vais chérir pour le reste de ma vie. Ce soldat a retiré une médaille d'honneur de son uniforme. Il l'a placée dans mes mains. Un signe de grand respect. Et il m'a dit, « Sarah, nous sommes unis, nous sommes ensemble dans cette lutte. » Débordé par l'émotion et réduite au silence, je l'ai pris dans mes bras avec les larmes à l'œil et un cœur reconnaissant parce qu'il lutte pour nous. Ces jeunes hommes et tous ceux qui ont servi avant lui, tous ceux qui servent à leur côté et les milliers qui, nous savons, devront servir après lui, doivent savoir qu'ils ont un pays et une communauté chez eux qui jouent notre rôle dans notre lutte pour la liberté. L'Amérique est forte parce que nous sommes libres, mais aujourd'hui, notre liberté est sous attaque. L'Amérique que nous aimons est en danger. Le président Biden et les démocrates échouent et le moment de voir les choses changer est venu. Une nouvelle génération de leaders républicains se manifestent. Ils veulent assurer le changement pour le peuple américain. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui détient l'avenir entre ses mains. Et avec l'aide de Dieu, nous allons montrer au monde que l'Amérique reste le lieu où la liberté règne et ne mourra jamais. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis. Voilà, donc c'était la réponse. Donner la réponse du Parti républicain et Mme Sanders, qui est la première femme élue gouverneure de l'Arkansas et qui était porte-parole de la Maison-Blanche sous l'ancien président Donald Trump, Idrissa. Oui, effectivement. Et ce que j'ai constaté, à part le fait que, bon, elle a réfuté, elle dit qu'elle ne croit pas à tout ce que Biden a dit dans ce discours, c'était prévisible, et elle a réaffirmé les positions conservatrices du Parti républicain. Mais ce que j'ai constaté pour, comment dirais-je, la politique à venir, n'est-ce pas? Elle a mis l'accent sur les questions culturelles. Elle a parlé, par exemple, d'une expression qui revient très souvent maintenant dans le discours politique, surtout côté républicain. On l'a vu en Virginie, c'est comme ça que le gouverneur de la Virginie a pu être élu. C'est comme ça que le gouverneur de la Floride met l'accent sur cette question. Et c'est ce qu'on appelle le Critical Race Theory. Alors, ça parle de l'histoire des Noirs. Pour eux, il ne faut pas enseigner cette théorie dans la mesure où ça va donner des complexes aux petits blancs et ça va donner aux petits noirs et ça va donner un sentiment de culpabilité
ça va donner un sentiment de culpabilité à, comment dirais-je, aux petits blancs. Alors, cette fameuse théorie n'est même pas enseignée dans les écoles, c'est à un niveau supérieur ailleurs, n'est-ce pas? Justement, nous avons toujours le professeur Marilyn Sefocle de Howard University avec nous, professeur. Peut-être un éclairage sur cette théorie raciale dont parle Idrissa. Alors, comme disait Idrissa, c'est une théorie qui n'est même pas enseignée dans les écoles. En fait, c'est une théorie qui fait controverse, mais en fait, pour rien, parce qu'elle n'est pas enseignée dans les écoles primaires, elle n'est pas enseignée dans les écoles secondaires, elle est enseignée seulement au niveau des étudiants de droit, puisqu'il s'agit bien d'examiner comment l'aspect racial a eu une incidence sur les lois de ce pays. Donc, elle fait fausse route de toute façon, Madame Sandra Huckabee. J'ai noté aussi un gros paradoxe, c'est qu'elle évoque les Little Rock Nine, c'est-à-dire les 9 enfants de Little Rock, qui sont des enfants noirs, et en parlant de leur statue de bronze qui ont été érigés, etc. Et la phrase d'après porte sur le fait que l'on ne doit pas justement enseigner certaines choses aux enfants dans les écoles. Et justement, ces choses qu'elle ne veut pas que l'on enseigne, c'est surtout l'histoire de l'esclavage. Alors maintenant, il y a l'histoire de l'esclavage pour les républicains ne doit pas être enseignée parce que, comme disait mon collègue, cela pourrait donner un sentiment de culpabilité aux enfants blancs. Et oui, l'histoire. On veut une version, les républicains veulent une version tronquée, de l'histoire, une version tout à fait édulcorée, une version fausse de l'histoire soit enseignée aux enfants. Et c'est là qu'il y a vraiment ce clivage culturel, cette division culturelle entre les républicains et les démocrates qui ne sont pas du tout pour que les livres soient bannis des bibliothèques, des universités, des écoles, et les républicains qui sont pour cette suppression de tous ces textes tels que les textes de Martin Luther King, tels que les textes de tous les chantres du mouvement de la antidiscriminatoire, du mouvement des droits civiques. Donc il y a là un grand clivage entre les deux camps, et je pense que Madame Huckabee, elle fait tout à fait fausse route en disant qu'elle est pour que tout un chacun s'épanouisse dans les écoles, mais en essayant, tout en disant cela, en essayant de tronquer l'histoire. Professeur Sefocle, Madame Sanders, la gouverneure Sanders, faisait allusion à ces enfants de Little Rock. Et en fait, ces enfants ont une histoire intéressante. C'était les premiers à intégrer le lycée local et je crois qu'il a fallu faire appel aux forces fédérales pour leur permettre d'entrer en classe. Exactement. Donc le fait même qu'on ait à faire appel aux troupes fédérales pour que ces enfants soient intégrés dans l'école montre justement qu'il y a eu une histoire extrêmement dure, que l'histoire a été vraiment très dure vis-à-vis des Noirs américains. Et c'est cette histoire-là, elle parle d'eux tout en niant leur histoire. C'est ça vraiment le comble de la... Enfin, je ne vais pas mâcher mes mots, de la supercherie. Les républicains estiment que beaucoup de progrès a été accompli dans ce domaine ici aux États-Unis et que revenir constamment sur le passé pourrait quelque part nuire à ces progrès-là.
ça ne nuit en rien au progrès. Revenir sur l'histoire ne peut qu'expliquer le présent. Dans la salle, il y avait aux côtés de Biden les parents de Tyre Nichols, qui a été assassiné par la police, bien que ces policiers soient noirs, par des policiers qui ont vraiment réduit à néant la vie d'un jeune noir. Pourquoi? Parce que c'est une pratique dans la police américaine. On n'entend pas souvent dire qu'un jeune blanc s'est fait assassiner. Non. En fait, les Noirs sont pris à partie. Ils font ce qu'on appelle en anglais le racial profiling, c'est-à-dire que c'est le délit de sale gueule, comme on dit en France. Ou de faciès, le délit de faciès. En fait. Et donc, ça c'est une particularité de l'histoire, c'est une conséquence de l'histoire américaine. Et donc, ce sont des choses que l'on ne peut pas nier. Tout noir américain, tout immigré, qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent des Antilles, on l'a bien vu avec avec Adama Traoré qui a été assassiné à New York, est en danger permanent, simplement à cause de la couleur de sa peau. Donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas nier. Professeur, pour terminer, j'imagine, Tim, vos conclusions sur le discours de l'État de l'Union du président Biden. Professeur? Oui. Je dis vos conclusions sur le discours sur l'État de l'Union du président Biden. Alors, comme conclusion, je dirais que c'est un discours extrêmement vigoureux, un discours qui met en exergue la démocratie qui a été sous le président Trump bafouée avec les événements du 6 janvier. C'est un discours qui appelle à l'unité entre les démocrates et les républicains afin qu'ils travaillent ensemble pour faire passer des lois tout à fait sensées qui redonnent au peuple américain sa dignité, c'est-à-dire des lois qui permettent aux Américains de ne pas avoir à faire face, ce qui leur permettent de faire face au quotidien dans la dignité, c'est-à-dire sans avoir à se poser des questions pour le financement de leurs médicaments, pour le financement de leurs billets d'avion, pour les petites choses quotidiennes qui sont très importantes pour les Américains moyens. C'est un discours aussi qui non seulement appelle à l'unité, mais qui demande, qui exige des républicains, que les républicains se mettent à travailler ensemble avec les démocrates afin que le pays avance. Et c'est un discours aussi qui met en valeur tous les progrès qui, durant les 2 dernières années, ont été accomplis par l'administration Biden-Harris. Voilà, merci professeur Marilyn Sefocle. Je rappelle que vous enseignez à Howard University, ici à Washington. Voilà, c'est tout pour cette émission spéciale Facebook Live de VOA Afrique consacrée au discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden prononcé ce soir devant un congrès divisé où les républicains contrôlent la Chambre des représentants. Et nous avions comme invité le professeur Mohamed Mbodj de Manhattan College à New York, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen. Et nous avions également, comme je l'ai mentionné tantôt, le professeur Marilyn Sefocle de Howard University ici à Washington. J'avais avec moi Idrissa Seydoudia dans ce studio 10 de la VOA ici à Washington. Du côté de la production, nous avions Koi Guayinga et Michel Joseph. Et il y a également eu un coup de main de notre collègue Eric Manirakiza. Je suis Timothée Donangmai. Bonne journée à tous.